Madame, Monsieur, bonsoir. 3 nouvelles victimes des avalanches dans les Alpes aujourd'hui. Des appels à la prudence lancés dans toutes les stations de ski. Un document dans ce journal, une conversation enregistrée à Alger pendant la prise d'otage. Dialogue tendu et pénible entre le cockpit de l'Airbus d'Air France et la tour de contrôle, quelques minutes avant l'exécution de Yannick Beugnet. Également dans cette édition, la prise de Grozny, la capitale tchétchène, par l'armée russe, les espoirs de paix en Bosnie, le sauvetage spectaculaire d'Isabelle Autissier en plein océan Indien et le rallye Paris-Dakar, première étape aujourd'hui. Nous retrouverons Gérard Rolls à la fin du journal. Avant de revenir sur tous ces titres, un retour salutaire sur une nuit animée, une façon de dissiper les dernières vapeurs d'une fin d'année arrosée. C'était hier soir sur les Champs-Élysées à Paris. Ils étaient 500 000, Valérie Astruc et Marie-Pierre Cassignard. Une jolie cohue sur la plus belle avenue du monde, les Champs-Élysées. Pas une voiture en vue jusqu'à 5 h du matin et 500 000 personnes sur les pavés, venues de tous les coins de la terre pour fêter la nouvelle année. On arrive de Kourou, en Guyane. On est venu au chaud là, fêter la bonne année. Bonne année! Bonne année! Happy New Year! 新年快乐! С Новым годом поздравляю! Au Phuket, ambiance latine. Et escalade du haut-vent sous les vivas du public. Pour les plus jeunes, la permission de minuit. Pour les moins jeunes, la fête presque en cadence. Dehors, beaucoup d'effusions prévisibles, quelques-unes interrompues, d'autres plus inattendues. La nuit de la Saint-Sylvestre, tout est permis, même la tête dans les étoiles pour voir une fois dans sa vie le Nouvel An sur les Champs-Élysées. Réveillon dramatique en revanche en Belgique. Des centaines de personnes ont été surprises par un incendie dans un hôtel d'Anvers. Le feu a provoqué une véritable panique. Lorraine Cusin. Près de 500 personnes étaient attablées ou dansaient dans cette grande salle de réception de l'hôtel Svitel au centre d'Anvers. À 23 h, une explosion se serait produite dans le hall de l'établissement, décoré ainsi que la salle par de nombreux ballons gonflés peut-être à l'hélium. Très vite, une lueur incendiaire s'est propagée au plafond et l'appel d'air provoqué par l'ouverture des portes de secours aurait attisé le feu. C'était une boule de feu, presque. C'était une flamme et après quelques moments, c'était comme une boule. Il y a eu comme un océan de feu et de fumée et très vite, cela a déclenché une énorme panique. Outre l'explosion dont la cause est encore indéterminée, l'hypothèse d'un sapin de Noël enflammé par des bougies est également avancée par plusieurs témoins. Le dernier bilan est encore provisoire. Parmi les 140 blessés, des personnes brûlées ou gravement intoxiquées par la fumée, 25 sont dans un état critique. Un grand nombre d'entre eux a été évacué par hélicoptère vers Bruxelles et le service des grands brûlés de Louvain. Dans les Alpes françaises, appel à la prudence. Dans toutes les stations de ski, la douceur des températures provoque des avalanches depuis plusieurs jours. Des coulées de neige qui ont fait 3 nouvelles victimes aujourd'hui. Des skieurs qui pratiquaient le hors-piste. José Blanc-Lapierre. Attention danger, risque fort d'avalanche. Ici à La Plagne, les skieurs avaient été prévenus par voie d'affichage. Mais comment résister à la griserie de la poudreuse, surtout quand on est bon skieur et même capable de surfer sur la neige? Alors, malgré les consignes, les rois de la glisse se lancent hors des pistes. Ce sont des gens souvent qui arrivent du skateboard, qui débarquent à la montagne se croyant toujours dans leur ville et ils imaginent qu'ils peuvent faire n'importe quoi. Et malheureusement, la montagne ne pardonne pas. L'exemple d'hier, je les connaissais, ces jeunes. Je les ai mis en garde cette semaine. Et puis voilà le résultat. L'un de ces jeunes, il s'agit d'un Allemand, a été retrouvé mort hier à La Plagne, enseveli sous une coulée de neige. Depuis 2 jours, dans le nord des Alpes, toutes les conditions sont réunies pour rendre le hors-piste impraticable. Un réchauffement, de la pluie à 2000 mètres, puis brusquement, des chutes de neige accompagnées de vents violents. Le manteau neigeux est instable. Le phénomène est connu. Pourtant, un guide de haute montagne n'a pas renoncé à sa randonnée. Il s'est tué aujourd'hui dans une avalanche à Chamonix. Val d'Isère, Les Arcs, Tignes n'ont pas été épargnés. Bilan de ce week-end, 6 morts, 6 blessés. C'est non loin de là, à Annecy, que le Premier ministre a présenté ses vœux pour 1995. Il a déjeuné en compagnie des familles des hommes du 27e bataillon de chasseurs alpins, actuellement en mission à Sarajevo en Bosnie.
Et comme François Mitterrand hier, Édouard Balladur a lancé un appel à l'unité de tous les Français. Nous sommes les uns et les autres, les fils et les filles de la même patrie. Ce qui nous rassemble est infiniment plus important que ce qui nous divise. Et nos différences sont infiniment moins importantes que nos ressemblances. Ne l'oublions jamais, spécialement dans cette année, et souhaitons tous ensemble une bonne année 1995 à la France. Le Premier ministre a rendu un nouvel hommage aux gendarmes du GIGN et à l'équipage de l'Airbus d'Air France. À ce propos, les autorités algériennes ont ouvert une enquête sur le détournement, une enquête qui permettra peut-être de savoir comment le commando a pu aussi facilement pénétrer sur la piste de l'aéroport d'Alger. Nous vous proposons ce soir un document poignant mais qui montre bien quelle a été la détermination des preneurs d'otages, l'enregistrement d'une conversation entre le cockpit de l'Airbus et la tour de contrôle de l'aéroport d'Alger. Benoît Duquesne, il est important de préciser dans quelles circonstances vous avez pu obtenir ce document. Oui, tout à fait. Il s'agit donc de l'exploit, entre guillemets, d'un radioamateur qui a donc pu réussir à intercepter ces conversations qui avaient lieu entre le commandant de bord, les preneurs d'otages et puis, pour la première fois, un représentant français qui arrivait pour la première fois à communiquer avec le cockpit de l'Airbus. Cet échange de conversations se faisait sur 2 fréquences et pour ça, vous allez voir que vous n'entendrez pas les réponses de la tour de contrôle. Cette conversation, nous l'avons bien sûr resserrée techniquement. Et enfin, une dernière précision, il convient de savoir qu'elle se situe à un moment crucial puisque c'est le moment qui précède et qui suit l'assassinat du membre de l'ambassade de France, de Yannick Beugnier, qui était donc cuisinier à l'ambassade. Bien évidemment, nous avons montré cette cassette à Madame Beugnier, sa veuve, qui l'a visionnée avec ses enfants et qui nous a autorisé à la diffuser. C'était donc dimanche soir sur l'aéroport d'Alger. Je vous propose d'écouter et d'entendre tout de suite ce document. Il est à ce moment-là 21h15, 2 otages ont déjà été tués. Les terroristes réclament le retrait de la passerelle avant de l'appareil, faute de quoi ils exécuteront Yannick Beugnier, cuisinier à l'ambassade de France. Pour bien se faire comprendre, ils font alors venir Yannick Beugnier dans le cockpit, comme l'annonce le commandant de bord. L'ultimatum est fixé à 21h30. C'est un jeune homme qui travaille à l'ambassade de France et qui vient d'être amené au cockpit. Je m'appelle Yannick Beugnier, je travaille à l'ambassade de France et notre vie est en danger maintenant. Si vous faites rien, ils vont nous exécuter. Il faut absolument faire quelque chose le plus rapidement possible. Suite alors une longue diatribe de l'un des preneurs d'otages, il y est question de religion, de guerre, de sacrifice et de détermination. ديري انو ولا غنريحوا معكم انو حنا جنود الرحمن يا محاينك سمانا ربي جنود الرحمن حنا هما اللي نجاهدوا في الدين هذا ولا غنشوف نضربوكم وين نحبوا ووقت اللي نحبوا وما عندكم ما راح ديروا لنا وما تخوفونا بحتى حاجه فهمت يا سي شباب حنا دوك راح نطبعوه لكم ديجا الباب راه مليح تفتح ودوك تسمع لا نوفال كيفاش يضربوا بحبه ويطيحوا من ودير واش تحب واش تحب حنا ماناش مولين اللور ماناش مولين اللور شوف شوف قادرين دوك نطربقوها لافيون لابيس ونواجهوا معاك فهمت كيفاش ماناش مولين اللور Voilà, ils ont mis leur menace à exécution. Je pense que vous voyez de la tour. Transmet le message, hein, ils ont mis leur première menace à exécution et maintenant ça va suivre avec les autres. Alors est-ce qu'on est décidé de faire quelque chose pour nous laisser partir? La situation n'a pas évolué par rapport au dernier ultimatum. On est en route pour le second et nous, à notre niveau, c'est de nous laisser partir. Tel qu'on est là, il n'y a pas d'autre issue. C'est peut-être paradoxal, mais il se trouve qu'à bord, l'ambiance était relativement bonne, même assez bonne, surtout grâce au travail de notre PNC, et puis même, quoi qu'on en dise, de la conduite de nos ravisseurs. Et les gens ne sont pas volontaires pour descendre. C'est paradoxal, mais c'est comme ça. Les gens souhaitent rester, pour la plupart, et en grosse majorité, ils souhaitent rester avec nous. Et maintenant, au dernier niveau de la tractation, de toute façon, eux, ils ne veulent plus libérer personne. On veut partir comme ça à Marseille, qu'on nous laisse aller à Marseille. Et puis là-bas, ils veulent surtout des contacts avec la presse, avec la télévision, avec des choses comme ça. Et puis, je pense que ça prendra une meilleure tournure.
pour moi, comme ça, puisqu'on est dans cette situation, eh ben, la première faute, elle arrive à l'État algérien, il faut bien qu'ils assument cette première faute. Les gens sont arrivés à l'avion sans rencontrer aucune difficulté. Ils sont les premiers à nous le raconter. La première faute, elle leur incombe, eh ben, ils sont bien obligés d'assumer. Et dans un premier temps, eh ben, on en est là, il faut qu'ils les laissent partir. L'ultimatum, le deuxième, c'est dans 55 minutes, attention. Voilà donc pour ce document, on connaît la suite, le départ vers Marseille et le dénouement heureux, si l'on peut dire, de cette prise d'otage, donc lundi en milieu d'après-midi. Un document, Benoît, qui permet quand même de comprendre ensuite quelle a été l'attitude des autorités françaises, notamment. Tout à fait, ça montre déjà, enfin, cette cassette que vous venez d'entendre montre bien sûr l'extrême détermination des preneurs d'otages, qui se disent prêts à plusieurs reprises dans cette cassette à se sacrifier, leur volonté aussi de faire sauter l'avion et la capacité qu'ils avaient de le faire, et puis la facilité avec laquelle ils ont réussi à approcher jusqu'à l'avion et à monter à bord. On comprend alors évidemment mieux que le gouvernement français ait décidé d'augmenter sa pression auprès du gouvernement algérien et au plus haut niveau pour faire en sorte que l'appareil décolle d'Alger et vienne se poser à Marseille. Merci beaucoup Benoît. Un dernier mot concernant cette affaire. Vous savez que les mesures de sécurité ont été renforcées en France. Et l'on a appris ce matin que 3 hommes proches des milieux islamistes de Londres sont entrés en France, à Calais, tôt samedi matin. Apparemment, les autorités françaises n'ont pas pu les localiser sur le territoire français, mais rien ne dit qu'ils s'y trouvent encore ce soir. À l'étranger, le propriétaire de la maison de l'horreur, retrouvé pendu dans sa cellule d'une prison de Birmingham en Grande-Bretagne, c'est, vous vous en souvenez, dans la maison et le jardin de ce maçon de 52 ans, Frédéric West, que les policiers avaient retrouvé il y a un peu moins d'1 an les corps de 9 femmes. Patrice Romien. Avant d'émigrer pour la prison de Birmingham, où on l'a retrouvé pendu aujourd'hui, Frédéric West habitait ici, 25 Cromwell Street, à Gloucester. Une adresse où est érigé ce que l'on a baptisé la maison de l'horreur. Car dans le jardin et le sous-sol, la police avait découvert l'hiver dernier 9 cadavres féminins. Et 3 autres cadavres avaient été déterrés à 25 km de là, dans ce champ où Frédéric West avait installé sa caravane dans les années 70. Au total donc 12 meurtres dont Frédéric West, 52 ans, garde à jamais le secret. Mais peut-être son épouse parlera-t-elle dans un mois lors du procès. Elle est toujours emprisonnée et inculpée pour complicité. Grozny, la capitale tchétchène, est tombée aux mains de l'armée russe. C'est en tout cas ce qu'affirment les autorités de Moscou. Les troupes russes auraient pris le contrôle du palais présidentiel, symbole de la résistance des hommes du général Doudaïev. Gilles Rabin. Trois semaines jour pour jour, après le début de leur intervention armée, pour en finir avec la rébellion des Tchétchènes, les Russes ont choisi de noyer leur capitale Grozny sous les bombes. Un tapis de bombes, aviation et artillerie mêlées. Moscou fait jouer son insurmontable supériorité en hommes et en matériel, 40 000 soldats contre 3 000, sans plus se soucier, comme l'avait pourtant promis Boris Eltsine mardi dernier, d'épargner un maximum de vies civiles ou même de faire semblant. Plus de 300 chars et blindés lancés à toute allure à l'assaut du centre-ville, étirant sans cesse tout autour d'eux pour se protéger des attaques de harcèlement des volontaires tchétchènes. Même des points stratégiques comme la gare, annoncée comme conquise par le Kremlin, ne sont pas entièrement aux mains des soldats russes. L'armée de la deuxième puissance mondiale est mal préparée à combattre la guérilla de rue que lui livrent désormais les montagnards de Tchétchénie. Moscou assure ce soir avoir pris d'assaut le, je cite, soi-disant palais présidentiel du général rebelle Doudaïev. C'est peut-être vrai ou peut-être pas. Ils ont prouvé qu'on pouvait résister et que le grand frère russe n'était pas invincible. Même si demain ils sont vaincus, les pertes en hommes et en blindés subies par Moscou et la centaine de Russes faits prisonniers par les Tchétchènes seront là pour en témoigner. En Bosnie, depuis midi, les hostilités ont cessé, officiellement en tout cas, une trêve fragile mais qui pourrait permettre une reprise des négociations de paix avant la fin du mois de janvier. Une paix à laquelle les jeunes bosniaques continuent de croire, même dans les villes les plus touchées par la guerre. À Mostar, par exemple, surnommée la ville martyre, où nous retrouvons nos envoyés spéciaux Jérôme Bonny et Philippe Turpot.
Pour réveillonner à Mostar, il faut avoir 20 ans et le cœur bien accroché. Beaucoup ont fui, la guerre a soudé le petit cercle de ceux qui sont restés. Des quartiers entiers de leur ville ne sont plus que champs de ruines. Il y a eu 2 guerres à Mostar, la première en 92 contre les Serbes, la deuxième en 93 entre Croates et Bosniaques. Pourtant, cette nuit, on avait encore la force de chanter et de rêver. J'attends plein de bonnes choses en 95. L'arrêt de la guerre, et si Dieu le veut, que je me marie. Que mes amis ne meurent plus et que l'année soit en tout cas meilleure que 94. Et qu'il n'y ait plus de ces coups de feu que nous entendons actuellement. La paix. Tout le reste viendra après. Je ne veux que cette putain de paix. Toute la nuit, d'autres habitants de Mostar ont choisi, eux, de réveillonner en faisant parler les armes. Jean-Paul II a lancé un nouvel appel à la paix dans le monde aujourd'hui, en Tchétchénie et en Bosnie notamment. Arrêtez-vous, arrêtez-vous, a demandé le pape dans son message du Nouvel An. Jean-Paul II, visiblement fatigué, a souhaité une paix véritable et durable en 1995. C'est aussi une prière pour la paix qui a conclu à Paris le rassemblement des 100 000 jeunes venus de toute l'Europe. La prière, mais aussi la fête hier soir autour des responsables de la communauté de Thésée, Caroline Glorion et Jean-Claude Elfassi. Jean-Marie Lustiger, le cardinal de Paris, était hier soir au milieu des 100 000 jeunes chrétiens venus de toute l'Europe pour le rassemblement de Thésée. Une dernière prière tous ensemble, ferveur, recueillement et surtout la conviction qu'ici, on est venu faire le plein de force et de spiritualité avant de rentrer chez soi. Je sais que lorsque je vais rentrer dans mon petit village au nord de l'Italie, je vais pouvoir apporter aux autres jeunes qui restent là-bas tout ce que j'ai reçu ici, la force de changer la vie. Et moi, je crois que la vie va devenir meilleure pour tous. Marina a 15 ans, Svetlana 18. Toutes deux originaires de Zagreb en Croatie, elles ont choisi de partager leur nuit du réveillon entre la prière dans une église parisienne et la fête aux Champs-Élysées. Un seul souhait pour l'année nouvelle, la paix, chez elles. La prière nous apporte la paix dans notre âme et probablement cela nous aidera à apporter la paix dans notre pays. Je crois que tout le monde prie pour la paix dans notre pays. Mon seul souhait, le plus précieux, c'est que la paix revienne le plus vite possible. Elles ont quitté l'église juste avant les 12 coups de minuit. Et c'est dans le métro qu'elles passeront d'une année à l'autre. Sur les Champs-Élysées, elles se mêlent rapidement à la foule. Elles n'étaient jamais venues à Paris. C'est vraiment une ambiance extraordinaire. Je n'ai jamais vécu ça de toute ma vie. Vous savez, nous sommes chrétiens et nous avons des valeurs. Nous voulons vraiment essayer d'aimer plus ceux qui nous entourent. Surtout, essayer de mieux comprendre les autres, enfin, d'essayer. Hasard d'une rencontre, des Bosniaques venus eux aussi faire la fête et souhaiter à tous la paix pour la nouvelle année. Ce 1er janvier 1995 marque l'entrée de nos cousins finlandais, autrichiens et suédois dans l'Union européenne. L'Europe a 15 donc désormais. Elisabeth Esley. Avec l'arrivée de la Finlande, de la Suède et de l'Autriche, nous sommes aujourd'hui 370 millions à faire partie de l'Union européenne. C'est 40% de plus que la population des États-Unis. Selon Eurostat, Institut de statistique européen, le revenu de chacun d'entre nous devrait augmenter d'environ 1%, parce que les nouveaux arrivants sont riches, plus riches que la moyenne des 12 autres pays. Leur arrivée devrait aussi permettre des créations d'emplois. L'entrée de l'Autriche, de la Suède et de la Finlande, qui étaient des pays relativement fermés en matière de commerce à nos exportations, représente dès aujourd'hui des débouchés nouveaux pour nous, en particulier pour la France, notamment pour notre agriculture et notre industrie agroalimentaire. Et pour les nouveaux, en Autriche, on s'attend aussi à d'importantes créations d'emplois et on mise sur une baisse des prix à la consommation. Elle devrait être surtout sensible pour les produits alimentaires et le textile.
Mais un sujet délicat, la sécurité. Très attachée à sa neutralité, l'Autriche va devoir progressivement s'intégrer aux structures militaires occidentales. Les Suédois et les Finlandais, eux, entrent dans l'Union européenne en se posant beaucoup de questions. Ils craignent plus de bureaucratie, mais espèrent davantage de débouchés pour leurs entreprises nationales et ils pourront acheter librement vins et spiritueux provenant de l'Union européenne. En revanche, des contraintes en matière économique, Suède et Finlande devront réduire leur déficit budgétaire et leur taux d'inflation et d'intérêt, conformément aux exigences de Bruxelles. L'Europe également terre de concurrence, une concurrence qui débarque à partir de demain sur l'aéroport d'Orly-Ouest avec des vols de la compagnie allemande Lufthansa. Mais le ciel d'Air Inter s'assombrit d'autant plus que dès aujourd'hui, la compagnie AOM lançait ses vols Paris-Marseille. Examen de passage suivi par Patrice Velay et Jacques Garniche. Dans un ciel ouvert à la concurrence, AOM tente sa chance. 6 allers-retours quotidiens Paris-Marseille à partir de demain, de quoi secouer le monopole d'Air Inter. Les passagers de ce vol inaugural étaient peu nombreux, mais tout sourire à l'arrivée. Gratuité pour les enfants, champagne offert et avion flambant neuf, des conditions de vol idéales. On a besoin d'une compétition et je crois que AOM va apporter la possibilité, en tout cas nous usagers, de bénéficier de meilleurs prix et bien évidemment tirer la qualité vers le haut. Quand vous prenez l'avion, vous regardez d'abord le prix? On regarde le prix et le service, les deux. Si les deux vont de pair, c'est parfait, c'est très bien. Côté tarif, AOM affichera sensiblement les mêmes prix que son concurrent Air Inter, une fois passées les promotions de lancement. La différence devra se faire sur le service, selon la direction de la compagnie. Et les parts de marché sont à prendre dès aujourd'hui, car le ciel va s'ouvrir encore plus dans l'avenir. En 97, il y aura une concurrence avec d'autres compagnies, des compagnies étrangères. Il faut profiter de cette phase intérimaire pour que les compagnies françaises se frottent à la concurrence, fourbissent leurs armes et soient prêtes pour une autre phase d'ouverture du ciel européen. AOM se donne du temps pour s'imposer, son espérance atteindre 60% de taux de remplissage de ses avions, le seuil de rentabilité. Loin de toutes nos contingences bassement matérielles, Isabelle Autissier, seule dans son Poitou-Charentes en plein océan Indien, attendait depuis 2 jours les équipes de secours. Le salut est finalement venu du ciel. Un hélicoptère l'a récupéré aujourd'hui, à quelques heures du Nouvel An. Thierry Clopot. Nous sommes ici dans l'avion de reconnaissance de la marine australienne. L'ordre d'hélitreuillage vient d'être donné. L'hélicoptère de la frégate le Darwin récupère par petit temps la navigatrice française. Après 4 jours de dérive au sud-ouest de la Tasmanie, Isabelle est saine et sauve. Je suis en bonne santé, je suis un peu fatiguée, mais j'ai pas eu de problème. J'ai eu de la chance que quand le bateau a fait un tonneau, j'étais dans un endroit assez étroit du bateau, donc j'ai pas été blessée à ce moment-là. Donc disons que ça a été, pour moi personnellement, ça n'a pas été trop grave. Il n'y a qu'une seule chose auquel je pense, c'est mon petit bateau qui est resté là-bas tout seul par 47 Sud. C'est ce qui me fait le plus mal au cœur parce que c'est la première fois que je ramène pas mon bateau et je crois que ça c'est vraiment dur, mais il n'y avait pas tellement d'autres solutions. Quand j'ai déclenché ma balise, avec le trou dans le pont, avec la voie d'eau, avec plus de gouvernail, avec plus de voile, je ne pouvais plus faire grand-chose. Sans compter que le temps est quand même relativement mauvais tout le temps là-bas, donc c'était vraiment difficile. C'est vrai que dans la mesure où c'est des endroits où il fait froid, où il fait mauvais, où on est loin de tout, on n'a pas forcément les mêmes réactions évidemment que quand on navigue en Atlantique. Ce soir, Isabelle, enfin au sec, fait route sur le Darwin vers Adélaïde, où elle arrivera demain matin. Un autre navire de la marine australienne devrait quitter Hobart dans les prochaines heures pour tenter de récupérer son monocoque abandonné en plein océan. Et puis le vrai départ du rallye Paris-Dakar, première étape aujourd'hui autour de Grenade en Espagne. Une logique respectée côté résultat et un vrai départ pour l'Afrique en ce moment même dans le port de Motril où nous retrouvons Gérard Rolls. Bonsoir Gérard. Bonsoir Étienne, avec une cérémonie du débarquement, ça on avait connu déjà en France du côté de la Normandie, et cette fois ce sont les péripéties de l'embarquement. Cérémonie tout à fait étrange sur le port de Motril, dans un décor de rêve. Les motos, les autos et les camions viennent de s'embarquer à bord de 2 énormes bateaux. Et là, de plus en plus étonnant, sous nos yeux, c'est en direct, un hélicoptère qui va maintenant s'embarquer à bord de l'énorme bateau là-bas. L'explication est simple. Les 3 hélicos de télévision qui essayaient de traverser la Méditerranée ont été arrêtés du côté de Gibraltar par le mauvais temps. Ils ont préféré par sécurité rebrousser chemin. Ils sont revenus ici. On a démonté les pales des hélicos et ils s'embarquent à bord des bateaux. Les bateaux vont partir à 22 h pour traverser la Méditerranée. En image maintenant, les principaux faits du jour. Avec d'abord le tonneau du jour. Le tonneau du jour avec le Toyota des Russes, Lissovski et Jirka. Sur le toit.
Des Russes encore en difficulté. Le Kamaz de Moskovski, un peu à la dérive. Mais il s'en sortira en slalomant dans les oliviers. Du côté des motos, quelques belles gamelles. Et même les meilleurs sont allés au tapis. Et la bonne affaire du jour, c'est le Français Stéphane Peter-Hansel qui l'a réussi avec sa Yamaha. À 48 secondes seulement de Kenny Gatner, grand spécialiste du motocross. Il termine deuxième aujourd'hui, Peter-Hansel. Côté auto, Mitsubishi un peu à la peine. Fontenay ne terminera que quatrième. Ce sont les rouges qui ont dominé, triplé Citroën avec une victoire pour Salonen. Et le choc du jour, le voici. C'est la Toyota de Duquesne et Carlez dans le mur direct. Voilà, les cérémonies d'embarquement continuent. Et demain, nous serons au Maroc. Merci beaucoup Gérard. Première étape africaine donc demain et un rallye bien évidemment que vous pouvez suivre sur France Télévisions, à la fois sur France 2 et sur France 3. C'est une autre histoire de voiture qui nous emmène maintenant dans le monde de l'art interactif, celui que nos préjugés nous empêchent parfois d'apprécier à sa juste valeur. Une voiture base de l'immense sculpture de Jean-Jacques Lebel qui trône en ce moment dans l'entrée du centre Georges Pompidou à Paris. Jugez vous-même, Georges Bégou, Bernard Puissesseau. Détrompez-vous, ce n'est pas l'entrée de l'usine dans le film Métropolis. Il est midi, ces impatients ont faim, faim de culture. Et c'est comme ça tous les jours à l'ouverture du centre Pompidou, qu'on se le dise. En ce moment, les visiteurs rencontrent dans le grand hall l'installation de Jean-Jacques Lebel en hommage à son ami disparu, le philosophe Félix Guattari. Un monument baroque pour un penseur anticonformiste. Ça c'est Félix Guattari qui nous photographie, mon ami Félix. Et ça c'est sa voiture. C'est la voiture de Félix, une Renault 25. Et dans la voiture, le son qu'on entend, c'est Félix en train de raconter le rêve où la voiture est la protagoniste du rêve. C'est sa voiture, son nid, et ça c'est son cœur. Vous voyez le cœur qui tourne, le grand cœur bleu là? C'est lui. Là, il raconte son rêve dans la voiture, c'est le rêve de la voiture. Et là, il parle de la société, il parle de l'école, et il parle de la vie, parce qu'il était psychiatre, il travaillait dans un asile psychiatrique, c'est-à-dire avec les gens qu'on appelle les fous. Mais lui, il ne croyait pas qu'ils étaient fous, les fous. Et je dis que les vrais prophètes aujourd'hui sont évidemment les poètes, les philosophes et les artistes. Les faux prophètes, ce sont les politiciens, hein, et que voilà où ça nous mène, dans le désastre. La politique nous amène au désastre mondial, au Tchernobyl de la pensée, de la culture. Par contre, il y a une solution. Mon idée, c'est que à quoi sert l'art dans la société? Ça sert à la transformer. Voilà à quoi ça sert. Lebel s'interroge et nous interroge. C'est sa façon d'être artiste. Il s'implique et nous implique dans sa création. Au-delà du caractère provocateur, il y a toujours le cœur battant pour une société qu'il aime, même s'il veut la réformer. Un autre genre de performance, un record, celui du plus grand nombre de spectateurs pour un concert en plein air. Le chanteur britannique Rod Stewart a chanté devant 3,5 millions de personnes. C'était la nuit dernière à Rio de Janeiro, au Brésil, sur la plage de Copacabana pour un concert du Nouvel An. C'est Jean-Michel Jarre et son concert parisien devant 2 millions de personnes en 1990 qui détenait le record précédent. Et c'est avec une autre voix, une voix à part, que nous refermerons ce journal, l'ancienne égérie des Rolling Stones, Marianne Faithfull, une compilation, un nouvel album et une autobiographie. 3 bonnes raisons pour une rencontre. Louis Carzou et Bernard Puissesseau. Our love is teasing, and love is pleasing, and love is a treasure when first it's new. At the age of 37. Les années, les distances, les ombres, tout s'efface lorsque Marianne Faithfull laisse rouler quelques couplets sur sa voix rauque. Car de disques en paragraphes, elle avance toujours et encore, l'ex-fan des Rolling Stones, à mi-chemin de la quarantaine, qui ne veut pas entendre parler de retraite, pas même de frein. Entre souvenirs et rêves, Marianne reste fidèle à sa légende, tantôt douce, tantôt sulfureuse, jamais amère. Je suis très content de cette compilation de chansons.
J'en suis même très fière. Oui, pour moi, évidemment, la musique est plus importante que le livre. Tout ça, c'est plutôt bien. Et si ça permet aux gens de comprendre mes motivations, tout mon parcours, alors je me sentirai plus en confiance. L'amour. Le nouvel album parle d'amour et de l'amour et du doute, de l'amour et de la luxure, de l'amour et de la mort, de l'amour et de tout le reste. Et quand tout ça sera fini, achevé, je viendrai à Paris. Alors là, je me ferai coiffer, manipurer les ongles, je m'habillerai à la mode, je mangerai les mets les plus fins et j'aurai des pensées profondes. C'est ça dont j'ai envie. Son prochain album, annoncé pour le printemps, s'intitulera « Une vie secrète », un titre qui a la douceur d'un vœu. Voilà, c'est la fin de ce journal. À 20h50, un casting de choix. Pierre Richard, Mireille Darc, Jean Carmé, Jean Rochefort dans le retour du Grand Blond. Dernier journal vers 23h10 en compagnie de Patrice Romden. Demain matin, Télématin. Dans les 4 vérités à 7h50, Geneviève Moll recevra Georges Ifra pour son livre L'histoire universelle des chiffres. À 13h, Daniel Bilalian de retour de vacances. J'aurai le plaisir de vous retrouver à 20h. Dans un instant, la météo de Laurent Romeshko. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci.